Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau d'un livre. Il s'agit d'un livre d'amphibiens et de reptiles. Donc c'est Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes. Donc par Jean-François Desroches, David Rodrigue, et c'est aux éditions Michel Quentin. Donc la première fois que je vous ai parlé d'un livre dans ce format-là, en fait, je l'avais mentionné, mais c'était sur les fleurs des champs. Puis je l'avais pas lu parce que je disais dans le fond que c'était un guide et que c'était plus pertinent de le feuilleter en se promenant dans la forêt. Mais en fait, j'avais tort. Je trouve que c'est vraiment pertinent de le traverser au complet. Puis c'est ce que j'ai fait avec celui-là. Donc quand je vais avoir retraversé celui des fleurs des champs, ben, je vous en reparlerai. Donc, parce que ça nous donne des repères pour, après ça, permettre l'identification beaucoup plus aisément, au moins d'avoir déjà des mécanismes qui font en sorte qu'on va, lors de notre observation, parce qu'on n'a pas toujours le livre dans les mains, évidemment, ben on va être plus porté à voir, à vérifier certaines caractéristiques. Donc, c'est un livre très bien fait. C'est pourquoi j'ai décidé de lire en fait sur les amphibiens et les reptiles. Ben, parce que, évidemment, il y en a dans ma forêt, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup de connaissances, je trouve, au Québec sur ça. Souvent, on pense que les Québécois pensent qu'il n'y a pas de tortues, en fait, au Québec. On pense que c'est des tortues domestiques qui se sont échappées, mais c'est complètement faux. Il y en a plusieurs sortes, en fait. Il y a plein de sortes de tortues qui existent. Puis, ben, c'est important aussi pour de savoir quel type de milieu dans lequel ils vont vivre. Ça peut permettre de faire des aménagements. Donc, que ce soit pour la tortue, pour d'autres amphibiens, pour évidemment essayer de les préserver ou de favoriser leur apparition, si on veut. Donc, je vais juste vous parler comment c'est organisé, parce qu'évidemment, je ne vous parlerai pas de tous les reptiles, ça ne donnerait absolument rien. Donc, si on prend par exemple pour les salamandres, on a comme ceci une intro. Ben, une intro, en fait, on a les images des salamandres. Donc, si on veut rechercher, c'est assez facile. Et c'est inscrit avec la famille, évidemment. Si on prend une salamandre en particulier, donc Necture tachetée, ben, de la façon dont c'est organisé, on a une photo, évidemment, la description, donc strictement aquatique, blablabla. Les espèces qui peuvent être semblables, donc avec lesquelles on peut se tromper, qu'on peut au niveau de l'identification. Ensuite, on a la reproduction, donc tout le système de reproduction, les œufs, les larves, quelle profondeur, la grosseur, etc. On a aussi, bien évidemment, l'habitat, où elle se situe, donc dans quelle partie, dans des eaux profondes, dans des eaux plus marécageuses, bref. On a le domaine vital. Donc, le domaine vital, c'est où l'animal va se promener. Donc, dans quel territoire circonscrit un individu va évoluer. On a l'alimentation, évidemment, les prédateurs, la situation de l'espèce en ce moment au Québec. Mais là, on est dans les années c'est 2004. Donc, situation de l'espèce, évidemment, je vous conseille de faire des recherches plus approfondies sur Internet pour avoir des données à l'heure actuelle. Évidemment, la plupart du temps, en fait, c'est juste comme empiré. Ensuite, on a diverses notes, donc un peu, euh, un peu sur tout. Donc, par exemple, le necture tacheté est nocturne, mais s'active de jour dans des eaux sombres, etc. Et sa longévité. Donc ça, on s'y attend pas, mais c'est quand même, ça peut vivre jusqu'à 10 et 15, entre 10 et 15 ans. C'est la même chose pour tous les individus qu'on va voir, donc le triton vert. On a aussi, on a vraiment des belles images là, au niveau des couleuvres, etc. C'est toutes des très belles images, puis ça rend l'identification assez facile. Par exemple, là, ici, on a des comparaisons au niveau des écailles. Les écailles des couleuvres pour faciliter l'identification. Et je vais vous montrer à la fin, parce qu'à la fin, c'est vraiment intéressant. Donc, on a tout le guide
pour bien identifier, donc, c'est ça que je vous disais, dans le fond, c'est d'avoir les yeux en ce moment qui, si je me retrouve devant une grenouille, ben là, je vais avoir, mes yeux vont se poser, tu sais, pour identifier au niveau la grosseur des tympans, le pli dorsal, la longueur du tibia, bref, il y a toutes sortes d'éléments que là, on va pouvoir davantage poser notre regard pour ensuite aller vérifier quel est l'individu, quelle est l'espèce, etc. Donc, on a, par exemple, pour les grenouilles, toutes les figures ici, puis elles sont très bien expliquées pour être certain là, de ne pas se tromper sur le type d'individu qu'on a en face de nous. Même chose pour les œufs, c'est tout très bien identifié ici. Donc, un guide très complet. Il y en a probablement d'autres aussi complets. Donc, moi, je vous parle de ce livre-là, mais en fait, c'est plus dans une optique générale de vous parler des guides d'identification qui sont vraiment pertinents pour améliorer nos connaissances envers la nature, pour comprendre ce qui se passe, puis avoir les bons mots pour les bonnes choses. Fait que, comme d'habitude, bonne lecture.